très hâte de commencer cette section, Bonnie. Pourquoi? Parce que j'ai aimé la question. Ah! Sélectionnée par Simon Boisvert. Mais qui s'adresse à toi, arrange-toi. Ah, écoute, je vais très bien m'arranger. Je recule dans ma chaise, puis je dis rien. Impossible. Non, il se prend un verre d'eau, ça veut tout dire. Il parle quand il boit. C'est son langage corporel qui frappe. Mais vas-y, je suis pas gêné pantoute. La question de François Paradis. Mathias, selon vous, un des dépisteurs fictifs suivants aurait-il pu faire un meilleur travail que Trevor Timmins? Premièrement, quelqu'un qui ne connaît rien au hockey et qui aurait simplement suivi la liste de la centrale de recrutement de la LNH. Ou encore quelqu'un qui colle cette même liste sur un mur et lance des dards pour effectuer les sélections. En résumé, le pur hasard plutôt qu'un certain talent pour dénicher des perles rares explique-t-il la présence de 7 ou 8 joueurs de fort calibre parmi les 144 que Timmins a repêchés en 19 ans? Bon, je vais faire un petit préambule. On a fait une émission il y a 2 ans en public, puis c'était un spécial Trevor Timmins. Puis on devait, Simon et moi, donner des notes à Trevor. Juste rappeler aux gens, parce que ça, Simon, il s'en vante pas. Simon, tu avais une meilleure note que moi pour Timmins. Non, on a eu la même note. La même note, oui. C'est ça. Oui. Fait qu'on se calme. Moi, j'ai toujours dit que Timmins était moins pire que ce que ses détracteurs disaient. Puis meilleur que ce que ses détracteurs disaient, puis moins pire qu'en tout cas. Arrangez-vous avec... Moins bon. Je suis mélangé dans ma tête, là. C'est un recruteur de milieu de peloton. Puis moi, comme Simon, des fois, fait avec des espoirs, j'essaie de contrebalancer aussi. À sa défense, il a souvent repêché tard. Oui, il y a eu des choix plus hauts, mais il a souvent repêché à compter du 25e rang. Puis à compter du 25e rang, tes chances de trouver une perle sont plutôt rares. Quand il a repêché dans le top 10, il y a quand même eu... Sergachev, ça n'a pas aidé, il a été échangé. McDonough, il a été échangé. Est-ce que c'est un grand dépisteur de talent? Non. Est-ce qu'il est pourri? Non. Fait que ça te donne... Mais tu sais, on pourrait faire l'exercice avec une majorité de recruteurs, avec des dards, puis ça serait la même chose. Là. Ben moi, ce que j'ai fait, Mathias, il y a plusieurs années, j'avais pris... il y avait un service qui s'appelait ISS dans le temps, ouais. International Scouting Services, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui sortait une liste à chaque année de 200 noms à peu près. Puis là, j'avais fait l'exercice soit pour le Canadien, soit pour une équipe qui repêchait 5e, une équipe qui repêchait 10e. J'avais fait des simulations, mettons, avec 3 équipes. Et là, je m'étais dit, on va suivre pour le premier choix, parce qu'après ça, ouais. Les autres rondes, ça ne peut plus marcher, parce que là, on ne sait pas qui prend qui. Mais pour le premier choix, j'avais fait des simulations. Et pour le Canadien, c'était légèrement supérieur à la moyenne, suivre la liste International Scouting Services. Pour une autre équipe, c'était inférieur à la moyenne de ce que l'équipe avait fait. Puis pour une autre équipe, c'était de beaucoup supérieur à ce que l'équipe avait fait. Imagine. Donc, parce que ce qui arrive là-dedans, tu sais, on le sait, c'est une tarte finalement, le bassin de joueurs. Il n'y a pas de gars vraiment de nos jours que... Oui, il y a des gars qui vont glisser entre les fentes du plancher, mais règle générale, le bassin des 40-50 premiers joueurs choisis qui vont faire la LNH, ils vont, tout le monde a à peu près les mêmes joueurs dans le top 20. Top 20, 20-25. Donc, à un moment donné, ça peut être circonstanciel. Toi, tu aimes beaucoup un joueur, il sort juste avant ton rang. Ouais. Exemple, Pasternak-Scherbak, 2014. Pasternak sort 26, Scherbak sort 26. 25 Pasternak, 26 Scherbak. Qu'est-ce qui nous dit que le Canadien, je ne sais pas de défendre Timmins. Avait pas Pasternak. Avait pas, là... On en a avait pas Pasternak, là, puis dire, hey, j'espère que Pasternak, j'espère, puis même dire à Marc Bergevin, fais un trade pour aller chercher Pasternak, il est encore là. Mettons. Boston prend Pasternak, le Canadien prend Scherbak. Scherbak, ils sont peut-être moins convaincus, mais là, c'est ce qui reste sur la liste. Et c'est pour ça, d'après moi, que souvent des recruteurs-chefs, puis je le vois de la façon que ça fonctionne de l'intérieur, là, dans le junior, ce qui est important, c'est les justifications, la liste interne, parce qu'on sait très bien que parfois, ça peut être circonstanciel quand tu fais des bons ou des mauvais choix. Au Colorado, Killmaker sort 4e. Le recruteur-chef, 2 ans plus tard, est congédié. Étrange. Peut-être que sur sa liste, Makar était 4e. Ouais.
Peut-être que lui, il se disait, j'espère que Nolan Patrick va tomber 4. Alors là, ça prouve que le recruteur-chef, il connaissait moins son affaire, mais il a été chanceux, il a eu McCarr. Excuse, c'est l'émotion. Il a dit, j'essaie pas de défendre Timmins. Laisse-moi juste me ressaisir. OK, ça va mieux. Jason Talbot. Ou Talbot. Salut le Snake. J'ai entendu que tu étais au match du Canadien contre les Sharks samedi. Je voulais avoir ton impression sur Slavkovski. J'ai vraiment l'impression que le mieux pour son développement est de retourner sur le deuxième trio. J'étais au match aussi et il semblait désengagé. Oui, samedi, c'est le cas. Mais moi, je trouve que Slavkovski, honnêtement, les meilleurs moments en carrière qu'il a connus, c'est avec Demidov. Oui. Alors... Puis tu vois, dimanche, j'ai fait tout un jeu pour... Oui, mais règle générale, le but je te que t'as dis... raté, là, de Suzuki. Oui, c'est ça, j'étais parti me chercher une bière. Voilà. Garde, je pense qu'en général, si tu prends l'échantillon de la carrière de Slavkovski, ses meilleurs moments, c'est avec Demidov qui est connu. Moi, je le vois avec Demidov à long terme. Mais je suis d'accord avec toi, pour toi, samedi, c'était pas son meilleur match. Mais tu sais, le Canadien aussi, toute l'équipe, en fin de semaine, c'était pas fort. Oh, surtout dans leur zone, hein? Ouais. Ouh là là. Écoute, son deuxième pour les buts marqués en moyenne par match. Oui. Puis 24e pour les buts accordés. C'est quand même un écart de fou. C'est un écart de fou. Il y a juste Colorado qui a mais plus ça de buts. ça fait des matchs avec plein de buts, puis ça Bien fait sûr. des matchs quand même intéressants pour la première fois depuis les années 70. Bon. Brian Cunningham. Snake, est-ce juste moi qui vois mal aussi depuis plusieurs semaines? Suzuki ne gagne pratiquement aucune mise en jeu en territoire adverse, surtout en avantage numérique. On perd 15-20 secondes chaque fois. Je le trouve aussi plus nonchalant depuis le retour des Jeux olympiques. Coudon, t'as ton armée toi aussi? Je T'as laisse ton armée, toi aussi? Mathias répondre à cette question. Non, ça me fatigue. Vas-y, aussi. Maître Brunet, Ça me fatigue. avocat de Suzuki. Ben, avocat, non, mais c'est juste que de dire que c'est un troisième centre, moi, je n'étais juste pas d'accord depuis le début. Fait que ça, tu as le droit de... Non, mais qu'est-ce que tu penses du commentaire des Oui, mises au moi, jeu? ça me fatigue les mises au jeu en supériorité Ouais, numérique. moi, je trouve les mises au jeu, c'est aléatoire. Non, mais Il va y en avoir une bonne supériorité séquence. numérique... Oui, c'est sûr. C'est C'est sûr sûr. qu'il y en C'est perd. sûr. C'est sûr. Sa nonchalance, c'est Parfait. pas une question de nonchalance. C'est une question que... Regarde, il est opportuniste, il est invisible, il fait 2 points. Good for him. On passe à autre chose. Ben oui, mais il est invisible parce que tu vas t'acheter des bières. Il n'est pas invisible. C'est ça le problème, t'es pas là. T'es pas là. Samedi, là, je l'ai pas vu gros. Puis il y a un fan qui est venu Ouais, me parler, c'est pas puis son il m'a dit, ouais, mais il y a un but pareil. Oui, mais quand tu vas pas te chercher une bière, tu parles aux fans. Comment tu veux regarder Suzuki? Ben non, c'est entre tes périodes. Ça. Ben Bon, moi, vas-y. je m'excuse, mais je suis complètement en désaccord. Là. Ah? Dimanche, il a gagné 66% de ses mises au jeu. Samedi, 62%. Bon. Le match d'avant, 50%. Il y a Est-ce eu que tu parles en avantage numérique, Pat? Nous, on Non. parlait des avantages numériques. Oui, il là. parlait des comprends, avantages Mais en numériques. général, sur la longue, Ouais. peut-être qu'on cherche des défauts aussi. Il y en a beaucoup qui cherchent des défauts, hein. Je ne veux Ouais. pas nommer Mais personne. écoute, je veux pas défendre Suzuki. Je suis dans du je veux pas défendre. Wow. là. Tu veux-tu défendre Mais honnêtement, Hudson, ta gaillette? les mises au jeu pour moi, là, puis j'en ai déjà parlé dans le podcast, puis moi, là, c'est une statistique, là. Il n'y a pas personne qui a 91% de mise au jeu. Tu sais, c'est 49, Mais il y en a qui ont 51, 65. 50. Hein? Patrice Bergeron avait 60. Oui, mais là, Patrice Bergeron, regarde, encore les exceptions. Ryan O'Reilly. Ben, Oui, c'est ça. oui, Mais si t'en tu veux. sors une si t'en as exception. un, tu le prends. Oui, puis malgré tout, c'est pas des gars de 90. La majorité des gars, Mathias, c'est 49, 51, 50.7, Ah ouais. 52, 48. Ouais, mais si tu peux en Fait avoir qu'on un à peut-tu 60, passer- non. Fait qu'on peut-tu passer à d'autres sujets? Là, Non, ça, que- c'est de que la les paresse mises au jeu? intellectuelle. Ben moi, mes mises au jeu, ça m'intéresse pas. Bon. On continue. Là, attention, là. Notre commanditaire. Elle est bonne. Elle est bonne. Celle-là, je te l'accorde, elle est bonne. Oh! C'est pas pour me défendre, là. Hein? C'est pas pour te défendre. mais des fois, Maxence 573. Ouais. Y a-t-il un parallèle à faire entre Brian Fogarty et Bryce Pickford? Les deux ont explosé à leur année de 19 ans. Ben, statistiquement, un peu. Brian Fogarty a 47 buts. Bryce Pickford se dirige vers ça aussi. Par contre, il n'y a pas 108 passes, là, Bryce Pickford. Et c'est deux joueurs complètement différents. Brian Fogarty, c'était un gars qui patinait comme le vent, qui transportait la rondelle. Bryce Pickford, c'est plus un gars qui a un lancer dangereux en territoire adverse. C'est comme ça que je le résumerais. Et un a été un choix de troisième ronde qui a été ignoré à sa première présence au repêchage. Et Fogarty était quand même un 9e choix au total. Et un homme troublé. Oui. Et Quand même, là. Faut le c'est dire, ça, là. en plus. Alors, le parallèle, je te dirais, à part pour les buts, il n'y a pas vraiment de parallèle à faire entre les deux. On saute-tu la prochaine question? Non, ne la saute pas. J'adore ce nickname.
The Râpe à fromage. Question pour Mathias. Évidemment. Juste parce que j'ai un surnom ridicule. Ça va partir, là. Ils vont en avoir plein d'autres. On entend souvent des choses sur la réputation des joueurs dans le vestiaire. Ça me semble souvent des rumeurs, quoi qu'on puisse extrapoler le caractère ou l'attitude de certains joueurs sur la glace. À quel point cet élément est considéré lorsque vient le temps de repêcher, d'échanger ou de signer des joueurs? Est-ce qu'un joueur qui a une mauvaise réputation, à tort ou à raison, est vraiment un fardeau ingérable? Après tout, ils finissent quand même par rester dans la ligue. J'aimerais bien entendre une anecdote à ce sujet. Ben, écoute, peut-être pas une anecdote, mais comme le Canadien essaie d'éviter ces problèmes-là. Michkov, par exemple, il savait que c'était quelqu'un qui était difficile à diriger, qui faisait à sa tête, qui avait un côté paresseux. Fait qu'ils évitent ce type de joueur-là. Il y a eu des cas d'exemple, puis là, j'ai pas de nom en tête, où le joueur, il pourrissait le vestiaire, tu l'échanges, puis boum, l'équipe se met à gagner. Ça arrive. Oui. Pas souvent, mais ça arrive. Moi, ce que je pense au moment de repêcher, mettons, c'est plus difficile à voir parce que les joueurs ont 17 ans. Et moi, je te dirais que, tu sais, une personne qui est peut-être un jeune de 17 ans qui est peut-être un peu arrogant parce qu'il est bon, il a confiance en lui, un jeune qui va faire vraiment une niaiserie, vraiment une stupidité, mais que, bon, regarde, il a 17 ans, moi, ça ne me fait pas trop peur. Cependant, il y a des traits de caractère, des fois, qui sont peut-être plus des signaux d'alarme. Exemple, un gars qui est 0 joueur d'équipe. Ça, habituellement, c'est rare que ça se corrige. Mais ça, comme je dis souvent, puis des gens me reprochent de ne pas en tenir compte, c'est que de la position dans laquelle je suis, oui, je connais des joueurs juniors, je connais des histoires de joueurs juniors, mais en général, l'histoire de la Ligue de l'Ontario, de la Russie, de l'Ouest, j'ai aucune idée. Alors, ça demeure des candidatons. Fait que moi, quand j'évalue des joueurs, puis que je fais des classements, je regarde ce qu'il y a sur la glace, puis après ça, ben, je me dis, regarde, si je donne ma liste à quelqu'un, ben, c'est sa responsabilité de faire le travail d'interview puis de psychologue. Ah, t'as passé une question de mon compte Burner? Qu'est-ce qui est arrivé avec le CH quand les Costines sont partis? Ça peut peut-être me donner une idée. Il y avait une réputation... Ouais. Ben, il n'y avait pas un poids turbulent, eux autres. Il n'y avait pas un poids dans le vestiaire non plus, là, tu sais. Ouais, je comprends. Oui, c'est ça. Tu as pris une question de mon compte Burner? Vas-y donc. Hab Enthusiast. Ah. Non, toi, Je suis démasqué. Toi, c'est plus un mot qui commence par F. F? Oui, Habs, F, puis ça finit par A-N. Ah. Bon, vas-y. Regarde ton chandail. Bonjour, Snake. Tu dis que c'est important... c'est important presque tout vendre pour descendre au classement pour aller chercher des espoirs. On sait que le Canadien n'a pas vraiment choisi cette option à 100%. Achat de Dach, Newhook, Carrier, ne pas échanger Anderson, Matheson, Evans, etc. Tu dis aussi qu'il faut au moins 10 joueurs d'impact pour compétitionner et que ce n'est pas réel de le faire uniquement avec le repêchage, donc il faut faire des transactions. Est-ce que tu crois qu'il faut plutôt avoir une approche hybride comme celle-ci pour pouvoir aller chercher des joueurs qui veulent venir chez toi pour atteindre ce 10 joueurs d'impact? Bien, c'est que moi, tout est question de timing. Moi, je trouve que lorsqu'une équipe est reconstruite, moi, je dis qu'il faut se débarrasser de tout. Puis aller chercher le plus grand nombre d'actifs possible, couler à pic et rebâtir à zéro. Et ensuite, les échanges, d'aller chercher un Doc, ben pas nécessairement lui, mais en fait, un échange comme ça. Dobson, c'est des genres de trucs que tu fais, d'après moi, un peu plus tard. Mais moi, c'est sûr que les Anderson, les Matheson, les Jake Evans, ça aurait tout pris le bord. Et là, tu vas me dire, oui, mais ça t'en prend à un moment donné. Vrai, mais je serais allé en chercher des nouveaux. Parce que les nouveaux, souvent, vont te coûter moins cher en échange, puis tu as plus un joueur à ton goût que ce que ces gars-là peuvent te rapporter. Je pense pas que Josh Anderson t'aurait rapporté quelque chose à ton goût, là. Non, mais je veux dire, non, mais ce que je veux dire, j'aurais pu avoir un joueur à mon goût à la place de Josh Anderson. Ah. C'est ça que je dis. Tu sais, Jake Evans, tu me donnes un choix de 2. Moi, le prendre, moi, le choix de 2 pour Jake Evans. Mais ça t'aurais fait jouer qui à la place de Josh Anderson? Non, c'est qu'après ça, moi, je prends le choix. Non, j'aurais pris le choix de 2 à un moment donné pour Jake Evans, puis je serais allé chercher un joueur à mon goût. Je suis même pas sûr. Tu sais, là, mettons, là. Anderson, t'aurais pas eu un choix de 2, je suis pas sûr. Non, mais Evans, oui. Evans, oui. Matheson, après sa grosse saison, il y a 2 ans, peut-être. Ouais, mais t'es content de l'avoir, là, en ce moment. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Mathias, moi, j'entends un paquet de fans du CH qui
hurle au meurtre sur son jeu défensif. Sais-tu pourquoi? Il joue trop. Ouais. Bon. Il joue déjà moins qu'avant, là, mais... Ouais, il joue trop. Puis contre les meilleurs. Anthony, raté. Snake, nonobstant le fait qu'il ait été repêché juste avant Ivan Demidov, peux-tu nous expliquer ce qui se passe avec Caden Lindstrom? As-tu regardé un peu son jeu? Est-il complètement effacé? A-t-il mal au dos? Bien, Caden Lindstrom a manqué une grande part de 2 saisons. C'était incompréhensible de repêcher un gars comme ça, 4e, même en santé. Fait que déjà, les attentes sont beaucoup trop grandes dues à son rang de sélection. Oui, je l'ai regardé à Michigan State. On va le voir d'ailleurs dans le tournoi. C'est une des équipes favorites, hein, comme on parlait tout à l'heure. C'est pas qu'il est effacé, c'est qu'il est en retard. Il est en retard. Il a perdu beaucoup de développement. C'est un peu comme Randbacker. Randbacker, il commence à sortir de sa coquille, mais il a manqué une grosse partie de 2 saisons. Alors, est-ce qu'il faut lancer la serviette sur Caden Lindstrom? Non. Mais est-ce qu'il, d'après moi, il va devenir un joueur digne d'un choix numéro 4? La réponse est non, mais même en santé, je ne l'aurais pas pris 4e. Alors, le Canadien doit être très heureux que Columbus ait vu ce que moi, j'ai pas vu. Mais Michigan State est dans les favoris, fait qu'il ne doit pas être si pire. Ouais, mais c'est pas lui qui mène. Ah non, pas lui l'équipe qui n'est mène, pas hein. bâtie autour de lui. Okay. Non. Mathieu Fradet. Est-ce que c'est le temps de réduire considérablement le nombre de matchs dans le midget et le junior pour se concentrer sur le développement? Essayer de reproduire la Ligue nationale à 16 ans a déjà l'air d'une pensée archaïque. Ouais, ça, moi, je suis un peu tanné de ça. Que dans la NCA, ils pratiquent, ils vont à l'école, ils jouent moins de matchs, On pourrait aller ils se développent physiquement, ils ont une belle salle de musculation. Sais-tu quoi? Il y a tout ça dans le junior. OK? Il y a des conseillers pédagogiques, il y a des taux de réussite de cégep extrêmement élevés dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, même plus que les réussites scolaires des autres ligues. On pourrait inviter aussi des gouverneurs et des propriétaires d'équipes juniors. Parce que, tu sais, il y a des marchés qui survivent à peine. Puis en passant, là, dans les là, fameuses... tu m'interromps, mais c'est correct. Les fameuses ligues américaines, la USHL joue 60 matchs, c'est seulement 4 de moins que la Q. Ouais. Vas-y. Mais c'est parce que si tu diminues le nombre de matchs, ces équipes-là vont faire faillite, j'imagine. Simon, tu es dans le milieu. Oui. Tandis que dans NCAA sont tellement riches qu'ils peuvent se permettre d'avoir 45 matchs. Junior majeur... Oui, mais là, il y en a qui vont dire, pourquoi le junior majeur existe? Pourquoi on ne transfère pas ça à l'Université de Sherbrooke, au cégep de Saint-Hyacinthe, au cégep de Drummondville, et qu'on n'en fait pas des programmes scolaires? Oui. Regarde. C'est une bonne question aussi, quand même. Ça pourrait se faire. Ils ont essayé de le faire avec le collégial 3 il y a longtemps, avec le cégep Saint-Laurent, entre autres, dans le temps de Serge Chavard. Non. Un joueur, d'après moi, il a besoin de jouer pour se développer. Puis je pense que la NCAA, j'aime bien la NCAA, mais il ne faut pas glorifier le fait qu'il joue juste 35 matchs, puis que c'est juste les fins de semaine. Puis regardez dans le junior, là, il y a du temps de pratique. Il y a du temps pour aller à l'école. Il y a du temps pour faire la musculation. Oui, les voyages en autobus, dans certains cas, sont plus longs, mais c'est quand même très surestimé de la façon que le calendrier est fait. Les équipes ne font pas 42 gros voyages par année. Il y a un autre aspect. Nous, à Gatineau, exemple, pas à Gatineau, mais à Drummondville, on a, un moment donné, j'ai entendu une statistique. Je suis sûr que Drummondville est bien situé au Québec, mais Drummondville ne couche à l'extérieur que 11 ou 12 soirs dans l'année. 11 ou 12 soirs. Mais il y a un autre aspect que je vous avais partagé, je pense, sur un article qui disait que, étant donné qu'ils ont plus de temps pour pratiquer à l'université, les systèmes de jeu sont beaucoup plus développés, donc ça prépare mieux les joueurs aussi à la Ligue nationale. Est-ce que cet aspect-là, il est tenu en compte? Bien, ils pratiquent plus. Regarde, ils jouent vendredi, samedi. Alors, il y a une journée de déplacement là-dedans, il y a une journée de retour, de congé. Les équipes juniors, en général, jouent du vendredi au dimanche. Règle générale, je pense que c'est au-dessus de 80% des matchs. Et de la façon que les horaires sont faits dans bien des équipes, le matin, tu te lèves, tu arrives à l'aréna, tu as un bon déjeuner servi, tu pratiques, ton lunch est servi, toujours des bons lunchs, et ensuite, de l'après-midi, c'est l'école. Fait que si tu fais ça du lundi au jeudi, il est où le problème? Arrête de parler de bouffe, là. Je commence à tantôt, tu parlais de tarte, là, tu parles de dîner, de alors, déjeuner. Alors, je veux dire, j'ai rien contre les deux systèmes, là. Ouais. J'aime les deux systèmes. J'aime bien regarder la NCAA, mais il faut arrêter de mettre la NCAA sur un piédestal puis mettre le hockey junior comme les périodes du développement dans le monde. Ça s'est beaucoup amélioré. Ben oui. Quand même. Sam, le gars des vues. Ben oui.
Pendant les segments sur Suzuki, Snake parlait de joueurs comme McDavid et Hughes qui font peur lorsqu'ils ont la rondelle et s'amènent en territoire adverse. Selon moi, Mitch Marner a toujours été un meilleur joueur que Matthews à Toronto, notamment parce qu'il est beaucoup plus effrayant avec la rondelle. Matthews m'inquiétait seulement lorsqu'il avait la rondelle près du filet ou dans l'enclave à cause de son tir. Avec les récents déboires des Leafs, est-ce qu'on peut dire que Marner est supérieur à Matthews? Ben, moi, je te dirais que je suis d'accord avec toi. Sam, le gars des vues. Le problème de Marner, c'est en série. Mais en saison régulière, nonobstant les millions de buts de Matthews, moi, je trouvais que Marner était beaucoup plus créatif. Il fabriquait beaucoup plus de jeux que Matthews, qui avait l'air simplement du gars un petit peu mollo, qui attend dans l'enclave, puis qui fait sa petite shot, puis il rentre parce qu'il y a tout un lancer, un des meilleurs lancers de la Ligue. Mais Marner, le problème, c'est en série, il disparaissait. Mais là, on va voir. Oui, on va le voir avec une équipe qui a de l'allure. Là. Vrai, en effet. Juste dire que le gars en régie, pour nous, il s'appelle Sam. Fait que c'est peut-être Sam, notre gars des vues. En tout cas. Ah, ça doit être. C'est sûr que c'est lui. C'est sûr que c'est lui. Qu'est-ce que tu fais, toi? Martin Desgagnés. T'es-tu prêt, Simon? Quelque chose. Excuse-moi. Pas trop. Ah, c'était tes notes. Ouais. On le sait que Simon a toujours quelques équipes chouchou. Toujours les équipes en reconstruction. Je veux savoir quel était ton top 3 il y a 10 ans lors de la saison de 2015-2016. Ça va être intéressant. Oui, ça. j'en avais 4, en fait. Alors, je triche un peu. Comme Sans ordre précis, là, j'avais les Oilers d'Edmonton, évidemment, qui avaient repêché McDavid. Ils avaient déjà Draisaitl. Ils avaient à l'époque Taylor Hall, Ryan Nugent-Hopkins. Sauf que M. Chiarelli a cassé mon fun parce que environ une heure et quart après le repêchage de McDavid, il échange le 16e choix qui aurait pu être Joel Erikssonek, selon les médias d'Edmonton, en retour de Griffin Reinhart. Nomme-nous donc les 4 équipes avant d'élaborer. Oui. Là. Ben, les Maple Leafs de Toronto également, les Sabres de Buffalo et Ouais. l'Avalanche du Colorado. Fait qu'il y en a une qui a gagné la coupe. Une seule. L'Avalanche, les Maple Leafs de Toronto, moi, je me disais, ça s'en vient bien. Ils ont Marner, ils ont Nylander et ils s'enlignaient pour couler à pic. Ça a donné Austin Matthews. Alors, même avant d'avoir Austin Matthews, je me disais, Toronto à surveiller. Ils n'ont rien fait qui vaille. Buffalo, ben là, écoute, Jack Eichel, Sam Reinhart, Ristolainen à l'époque, des choix qui s'en venaient. Je me disais, wow, c'est intéressant comme reconstruction. Mais eux autres. Dahlin après. Oui, ça, il n'était pas rendu là encore. Mais finalement, Buffalo, ils sont à peu près à leur 4e reconstruction. Et là, finalement, ça décolle. Ouais. Fait que je peux pas considérer si Buffalo, mettons. Dahlin est arrivé juste 3 ans après Eichel. Oui, non, mais mettons Buffalo qui sera loin cette année. Ouais. Je peux pas considérer que c'était les sabres que j'aimais en 2015. Ouais. C'est pas ça qui est arrivé. Parce qu'Eichel n'est plus là, Reinhardt n'est plus là. Ça a été un remaniement complet. Fait que c'est facile de se planter c'est facile de se planter n'importe quand. Oui. C'est facile de se planter avec une réinitialisation. C'est facile de se planter Edmonton 2 finales. Avec une reconstruction. Edmonton 2 finales, mais c'est quand même inacceptable parce qu'il y a eu beaucoup de très mauvaises années qui ont précédé la finale. C'est là que tu vois que c'est pas juste de repêcher. Là. C'est la dernière. Le 3e tiers est le plus important. Voilà. D'amener cette équipe-là. Ouais. Comme Bill Zito a fait. Oui. Colorado. Eux autres, ça ne s'est pas fait exactement tel que prévu, mais il restait quand même qu'ils avaient McKinnon, Rantanen, Landeskog. Et là, je me disais, ça, ils sont. Il y avait Matt Duchene qui était encore là. Il y avait Ryan O'Reilly qui était encore là. Là, je me disais, OK, là, il y a quelque chose à faire avec cette équipe-là. C'est arrivé, mais Kel McCarr est arrivé après. Ouais. Ensuite, il y a eu des échanges qui ont été faits. Devin Taves. Imagine, ils ont perdu leur défenseur à Bowen Barham pour Middlestad. C'est quand même fou, là. Ouais. Puis ils ont du succès. Alors, eux, je crois, ils peuvent être considérés comme une équipe, même si McCarr, on ne pensait pas qu'il arriverait au Colorado. Colorado, je peux quand même considérer que c'est une équipe que si tu m'avais dit que dans les 10 années suivantes, ils gagneraient la Coupe, ils faisaient partie de mes 4, mais c'est la seule qui a gagné, Mathias. Et Toronto, Buffalo, n'ont même jamais passé proche. Non. Vous parliez des Sabres tantôt. Dahlin s'est fait questionner à savoir pourquoi ça marche cette saison-ci. Puis il a répondu, cette année, on va prendre de la bière ensemble. Fait que je pensais que ça vous ferait rire de savoir ça. C'est sûr. Si Simon prenait sa bière avec les autres,
Ça serait bien. Et ça rentre dans ton créneau de belles histoires. Voilà, Pag. c'est Les Les belles histoires des joueurs qui s'entendent bien, Pag, comme c'est important. Je te suggère de lire le livre sur les Aces d'Oakland de 72, 73, 74. OK. Des batailles à coups de poing dans le Ah oui, vestiaire. c'est- Les gars, comment ils ont tu- gagné 3 séries C'est quoi? mondiales Comment de tu suite. dis ça, là, l'éclair dans la bouteille, là? Ah, l'exception? Ouais. Tu confirmes la règle? Ouais. Encore une fois, tu me sors un exemple Ben, sur 3 1000. séries mondiales de Ouais. suite avec des gars qui se tapent sur la gueule dans le Ouais, vestiaire, ouais, mais c'est c'est quand même un arrivé quand exploit. J'aimerais dernièrement. mieux du monde qui prenne de la bière, là, je vais vous le dire. Puis je pense que Mike Sullivan aime ça aussi, des gars qui prennent du whisky. Regarde, nous autres, on se tape sur la gueule constamment dans le podcast. Avec puis, de l'eau. Puis ça marche, Ah là, ouais. tu sais, je veux dire. Bon. Patrick Tremblay, question pour le Snake. Que penses-tu du développement de Xavier Veilleux, qui a une très bonne saison dans la NCAA? Est-ce que tu vois un potentiel LNH un jour? Ouais, Xavier Veilleux, qui était un très bon joueur de hockey mineur ici, qui a décidé d'aller jouer aux États-Unis. Il a joué 3 ans dans la USHL. Et il a été repêché en 6e ronde par les Islanders de New York l'année passée, 2024, en fait, il y a 2 ans. Un défenseur offensif, quand même de 6 pieds 190, selon les mensurations qu'on a en ce moment, mensurations officielles. Il joue à l'Université Cornell. Alors oui, il était bon cette année pour un joueur de première année, 19 ans, mais il y en a pas moins que l'Université Cornell, il n'y a pas beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui sortent de là. Donc, est-ce qu'il y a un potentiel LNH? Je te dis pas non, dû au fait que ça a toujours été un joueur talentueux. C'est pas un joueur sorti de nulle part. C'est peut-être un joueur qui, à l'époque, aurait eu avantage à jouer dans la LHJMQ pour être plus connu. Garde, c'est un bon d'or à lancer en 6e ronde. On va lui laisser peut-être jouer au moins 2 autres années à Cornell. Puis, il va avoir des postes qui vont s'ouvrir à New York parce que la défensive est, à part Matthew Sheffer, elle est relativement âgée. Si tu me permets de prendre la balle au bon pour le prochain, Philippe Allard. Oui. Je voulais juste savoir, Simon, c'est une question à toi. Si Jacob Fowler, le gardien d'avenir du Canadien, doit-on faire table rase avec Montembeault et Dobèche? Si oui, parle-nous d'Alexis Cournoyer et surtout de Quentin Miller. Est-ce que tu... puis il voulait savoir où tu vois dans l'organigramme. On en a parlé dans l'épisode régulier. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Bien, ce que je veux ajouter, c'est que table rase avec Montembeault et Dobèche, avant de laisser aller Dobèche, là, on va attendre de voir qu'est-ce que les autres font. Alors, non. En ce moment, table rase pour Montembeault et Dobèche, non. Montembeault, oui, je pense qu'on peut le laisser aller son contrat ou le racheter, peu importe. Mais Dobèche, non. Mais j'aimerais quand même, Mathias, que tu lises la dernière phrase. Oui, mais c'est ça que je me demandais si ça valait la peine de la lire. Là. Oh oui, la dernière phrase, tu vas la lire. Mais ça, c'est Philippe Allard. Là. Oui. C'est pas, Pag. En passant, dit Philippe, je vais te seconder sur un autre point. Il doit être dans ton armée, lui, hein? Tout le monde est libre, puis tout le monde est une armée ici, Ouais. sauf moi. Pour avoir écouté la partie en anglais. Pourquoi en anglais? Contre les sénateurs, c'est vrai que nous n'entendons que Tim Studsley de la part des commentateurs. Voilà. Ah ouais. Voilà. Prends-toi un verre d'eau. Je te souhaite... Les matchs Montréal-Ottawa, le joueur dont le nom de famille commence par S et qui joue au centre qu'on entend le plus souvent. Ouais. C'est sûr que quand il plonge aussi, on entend se prononcer son nom. Écoute, je ne l'aille pas, mais là, c'est de la folie ton affaire, là. Là, c'est de l'obsession pure et simple. Hey, le gars, C'est de il l'obsession. contrôle un match. C'est de l'obsession. Il contrôle le Il match. faut juste que je pondère, mais c'est un très bon joueur de Bla, bla, bla. Joël Bergeron. Bon, un autre de son armée. Question pour Snake. Étant un fan de basketball Non, mais je suis plus moi-même, intéressant que toi. Bon, je étant, l'ai dit. étant un fan de basketball moi-même, il y a un terme dans le sport qu'on appelle empty stats player, c'est-à-dire un joueur qui gonfle ses statistiques, mais qui n'a pas de réel impact sur le On match. voit où il s'en va, puis où tu t'en vas. Non. Est-ce que le terme peut s'appliquer au hockey, et si oui, comment le repère-t-on? Ben, moi, je trouve que c'est assez facile. J'ai un exemple en tête, un ancien joueur de la Ligue nationale, en fait récent, qui a joué pour le Canadien, Max Pacioretty. Max Pacioretty était un joueur qui a marqué plusieurs saisons de 35 buts et plus. Un joueur absolument invisible, surtout lors des gros matchs, surtout à l'étranger. Mais un mardi soir au Centre Bell, quand c'est 4-1 pour le Canadien en troisième période, avec 10 minutes à jouer contre OK. un club faible, il scorait 2 buts puis ça faisait 6-1. Ça, c'est un exemple. Comment on les repère? Bien, on les repère justement en voyant des situations comme ça. De gars que tu dis, ah, OK, c'est 4-1, il fait 6-1. Et ça, c'est comme ça que tu le vois. C'est pas un gars, tu peux pas deviner qu'il va être comme ça. Mais au fur et à mesure que tu observes une équipe, tu te rends compte que
Le joueur est comme ça. Et j'ai Pacioretty en exemple. Il y en a certainement d'autres, mais c'était pour moi l'exemple le plus frappant. Ça arrive au football avec les corps arrière, le nombre de verges. Ça arrive au baseball, les gars, que c'est 8-1 pour eux autres ou l'autre équipe, ils frappent. Un grand chelem, ça fait 12-1. Il y en a toujours de ça. Je vais reprendre Laval au bon aussi ici, là, parce que Daniel Baudry, qui dit pour revenir sur Trevor Connolly, sans le catégoriser de flop comme le fait Mathias par taquinerie, c'est vraiment par taquinerie. Oui. Je n'ai jamais dit que c'est un flop, mais c'est juste pour piquer le petit serpent. Ses statistiques dans la Ligue américaine sont quand même très bonnes pour un joueur choisi à son rang de sélection et très peu de joueurs de ce repêchage sont établis dans la LNH en dehors du top 5. Merci. Je te laisse poursuivre. Oui. Question pour chasser l'éléphant dans la pièce entre vous deux. Non. Simon parlait de Connolly comme un joueur qui lui ferait acheter des billets de saison pour le CH. Le classant 2e sur sa liste 2024 et classait Demidov 3e. Vraiment, hein? T'as fait ça? Qu'est-ce qui poussait Simon à le Est-ce qu'il y a un problème? Demidov est 1 an plus vieux. OK. Bon. OK, c'est pas Puis la même Demidov, chose. il n'y a pas 90 points cette année Ouais, non c'est plus. bon. Là, je commence à être un peu irrité. Là. Vas-y, Pag, je m'excuse d'avoir interrompu. Qu'est-ce qui poussait Simon à classer Connolly et Demidov? Et qu'est-ce qui empêche Simon de s'acheter des billets de saison avec Demidov, qui devrait être un des joueurs les plus spectaculaires que le CH a eu depuis fort longtemps? Ben, il n'y a rien qui m'en empêche. Parce Tu que, n'avais pas dit que tu achètes. C'était quoi la raison pour laquelle tu achèterais des billets de saison? Demidov? Demidov était une de ces raisons-là. OK. Oui. OK. Ben, ça se peut que ça se fasse. Et tu Y a passais pas de la sinon. parole aux Je actes? suis pas passé de la parole aux actes encore. J'attends de voir. Mais en ce moment, je dois dire que Demidov, il est vraiment... il est sur la bonne voie. Alors, est-ce que ça va être cette année, l'an prochain, dans 2 ans? On verra. Là, je viens de comprendre. Quoi? Il cherche des excuses. On cherche pas Ah, d'excuses. Schaefer est au Centre Bell, je vais y aller. Celebrini est au Centre Bell, où les Ducks sont... Ils commencent à se trouver des excuses, puis là, il s'en va vers les billets de saison. Tu repères tes billets, hein, ce que tu vas acheter pour la saison. Ah, j'essaye toutes les sièges. Ouais, Tu fais fan, toi. Mais regarde, Demidov, pour moi, ça va très, très bien. C'est dans les attentes. On parlait de 60-70 points. Je pense que ça va être ça. Et surtout, des jeux Wow. spectaculaires, Ben comme oui. il est le seul à Montréal qui peut en faire, à part peut-être Hudson, mais je parle dans les attaquants. Fait que, tu sais, Caulfield, Suzuki, Stavkovski n'ont pas la créativité d'un Demidov qu'ont... Un joueur, je te l'avais dit, depuis Guy Lafleur, c'était le meilleur attaquant repêché par le CH. Bon, on arrête, ton jupon dépasse. Oui. On passe à la prochaine. Blabla. Blais Dominique. Les Bruins ont beaucoup de jeunes espoirs. À quoi devrait ressembler leur alignement dans le futur? Ben, moi, je te dirais que les Bruins de Boston, ils ont, selon moi, un Big Four dans les attaquants. Oh, ouais. Oui. James Higgins, Dean Letourneau, Will Zellers et Cooper Simpson. T'appelles ça un Big Four, là. Ben, C'est c'est pas un juste big- parce que tu les as bien classés, là. Big Four. Ben, un Big Four. Je parle pas d'un Big Four... je parle pas d'un Big Four 4 vedettes, là. Ben, Big Mais Four, c'est non, un moi, Big je te Four, dirais... là. Non, ils ont 4 joueurs qui se démarquent. Veux-tu que je dise ça comme ça? Oui, s'il te plaît. Ils ont 4 joueurs qui se démarquent. Merci. Ils ne sont pas tous rendus au même niveau de développement. James Higgins, on peut prévoir que dans les prochaines semaines, il va signer son contrat dès que Boston College est éliminé. Dean Letourneau, je ne sais pas, il va peut-être faire une autre année. Mais moi, Letourneau, c'est un gars, comment dirais-je, je le vois, il va peut-être avoir plus d'importance que Higgins, même si Higgins va être un joueur plus spectaculaire, plus offensif. Parce qu'un joueur de centre de 6 pieds 7 qui est capable de marquer des buts puis de s'imposer physiquement, on sait que chez les Bruins de Boston, c'est quelque chose qui va être très prisé. Alors, d'après moi, Letourneau va peut-être être un gars au départ de 3e trio, mais il va jouer beaucoup. Parce qu'à Boston, on aime rouler les lignes. C'est pas juste une idée de se concentrer sur un trio. Dans le cas de Will Zellers, moi, j'ai bien aimé sa saison à North Dakota. Juste aller le voir une coupe de match en personne. Je pense que ça peut être un bon joueur de milieu d'alignement éventuellement, mais il a besoin d'une autre année dans la NCAA. Et Cooper Simpson, qui est dans les USHL, 2e meilleur marqueur de la Ligue, choix de 4e ronde. Lui a besoin, il s'en va à North Dakota l'an prochain, il a besoin d'une coupe de saison. Éventuellement, je vois aussi un joueur probablement peut-être de 2e trio dans le cas de Simpson. Donc, 4 joueurs, d'après moi, qui vont faire partie du top 9. Est-ce qu'il y a une grande vedette là-dedans? Non. Mais n'oublions pas que les Browns sont également le premier choix des Maple Leafs cette année, protégé top 5. Alors, ça pourrait être le 7e ou le 8e choix. Incroyable. Les Maple Leafs. Oui. Philippe Lebel.
Quelle est l'analyse du Snake sur l'adaptation d'Alexander Nikishin? Les attentes étaient très hautes pour le meilleur défenseur offensif de la KHL. Les a-t-il remplis? Oui, Nikishin qui est arrivé quand même sur le tard dans la LNH, 23 ans, je pense. Et on en a parlé. Et on en a parlé longtemps parce qu'il y avait vraiment des belles statistiques dans la KHL. Il était vraiment à un niveau supérieur. Pas ici, quand même. On n'en a pas tant parlé ici. Bien, les analystes d'espoir le voyaient Mais quand nous- même assez nous, là, gros. nous- Non, nous, on n'en a pas parlé parce que, je vais te dire pourquoi. La KHL, la Ligue mystérieuse, selon moi, j'ai de la misère à évaluer l'impact des joueurs de 22-23 ans de la KHL qui arrivent dans la LNH. Tu sais, tu peux avoir un Panarin qui devient une super vedette, puis tu as un Vadim Shipachov qui est arrivé à Vegas, qui a joué 3 parties et est retourné chez eux. Et Max Talbot, avec qui j'avais parlé de ça à un moment donné, lui m'avait dit il y en a qui ont des gros problèmes d'adaptation et de dépaysement. OK. Parce que Max a joué dans la KHL, évidemment. Là, il reste beaucoup de questions. On a peu de temps. Je suggère peut-être de sauter la prochaine, là. OK, pourquoi? Parce que j'aime pas son entrée en matière. Non, lis-moi ça, monsieur Pag. Mathieu Viau-Renaud. Bonjour Pag, le grand roi reptilien et l'autre. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Très, très, très impoli. Pourquoi certaines équipes prétendantes échangent tous leurs hauts choix au repêchage? L'absence d'arrivée régulière de joueurs peut enlever de la marge de manœuvre au GM et causer des problèmes de masse salariale. Ne faudrait-il pas que les clubs se gardent un minimum de choix? Un choix de 2e ronde, de 3e et 4e ronde. Quel serait votre minimum à vous? Bon, ben on a sur la ligne Kelly McCrimmon et Julien Brisebois qui sont prêts à faire un appel conférence avec toi, Mathieu, parce que c'est vraiment la stratégie de Vegas et Tampa. Moi, je dirais que il y a beaucoup d'équipes prétendantes qui se disent on est à 2 doigts de la coupe et on va avoir peut-être le 28e choix. Les chances de trouver un Pasternak rendu là sont très minces. En général, c'est un joueur soit de 4e trio ou un joueur de la Ligue américaine, règle générale. Et on se dit, on peut aller quand même chercher beaucoup à court terme ou à moyen terme en retour de ces choix-là. Alors, pourquoi ne pas poursuivre la lancée? C'est sûr que ça peut causer des problèmes de masse salariale. Tampa a été obligé d'échanger des joueurs. Vegas a été obligé d'échanger des joueurs. Mais à date, ces équipes-là s'en tirent quand même tout le temps et continuent d'être prétendantes à la Coupe. Est-ce qu'à un moment donné, un jour, ça va se terminer? Oui, mais toute bonne chose a une fin. L'autre est d'accord avec toi. Oui. Puis ça te permet de te régénérer aussi. Tu te dis, des choix de 2e tour, de fin de première, t'es pas sûr. Tandis que si tu vas chercher un Bjorkstrand, un Brandon Eagle. Un Brandon, ça a été un très bon choix. Ben, c'est que tu as plus de garantie sur ce que tu obtiens comme matière première. Voilà. Renaud Ames. Moi et mes amis qui écoutent le podcast, on s'ennuie des analyses approfondies de Simon sur les meilleurs espoirs de l'année. Il reste 15 semaines, donc 15 épisodes avant le repêchage. Pourquoi ne pas nous faire une évaluation des 10 meilleurs espoirs sur les listes générales par semaine et 5 espoirs préférés de Simon cachés dans cette liste? Sans nous le dire, ou vous mettrez les 15 espoirs dans la liste finale avant que Simon ne soit prêt. Qu'en pensez-vous? Bien, ça sent bien. Là, la NCAA se termine. Prochainement, il y a des équipes qui commencent à être éliminées. Le junior, il va y avoir des équipes qui vont être éliminées. Puis moi, le tournoi mondial des U18 au mois d'avril, ça ne rentre pas bébé dans mes analyses. Alors, écoute, ça va commencer. Il reste 15 épisodes. Sois patient, Renaud. Ça va venir. On va les analyser. On va analyser même plus que 10. Puis, faites-vous-en pas. On va arriver au mois de juin, puis on va avoir passé à travers certainement 30-40 joueurs. Tiens. Un épisode ne serait pas complet sans Simon Leroy qui aura la dernière question. Les Flames de Calgary ont fait le plein de choix de 2e ronde pour le repêchage 2026. Certains fans rêvent que les Flames utilisent ces choix pour repêcher les jumeaux Rock. Est-ce que ce serait de bons choix pour les Flames? Bien, rendu là, oui. Ce sont les 2 premiers marqueurs de la Ligue. C'est sûr que ce pas des gars qui ont un super gros physique, mais c'est quand même des joueurs talentueux. Il y en a un peu comme on les avait comparés aux frères Sedin, pas en fait de plafond, mais en fait de style. Il y en a un qui est un passeur, il y en a un qui est un marqueur. Est-ce que les deux vont exiger de jouer ensemble? Mais là, je pense pas. Mais ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Je ne sais pas si M. Leroy est fan des Flames.
Mais c'est pas impossible qu'une équipe qui a un choix de fin premier tour et début deuxième tour repêche les deux. Ce serait rock'n'roll. Oh, OK, je pense qu'il est temps. On l'avait déjà il est temps de conclure. Il est temps? Il est temps de conclure. Il est temps de conclure. Merci. Merci, les gars. Merci, Pag. Merci, mon beau Pag. Merci. Puis, écoute, il reste des questions encore pour la semaine Bon. prochaine. On est inondé de questions et on adore ça. Puis nous, on s'en va manger avec nos amis. Bon app. Salut!